Très heureux aussi d'avoir l'occasion de vous parler de la flore, l'objet de cet ouvrage. Vous êtes nombreux parmi nous sans doute à avoir embarqué sur des bâtiments de l'État, de commerce ou de plaisance, et vous savez comme moi, pour scientifique, on s'attache très fortement aux navires sur lesquels on a navigué. C'est évidemment pas le cas pour moi avec la flore, puisqu'on s'est manqué de près d'un siècle, mais j'ai tout de même l'impression d'avoir vécu une aventure aux côtés des marins, de son équipage, et c'est un vrai bonheur de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Alors c'est un véritable défi de synthétiser la carrière extrêmement riche de ce bâtiment qui a traversé toute la seconde moitié du 19e siècle en quelques minutes. Je voulais aborder trois angles pour parler un petit peu de sa carrière. C'est l'aventure technologique qu'a représenté sa conception, l'aventure historique dans laquelle s'est inscrite sa carrière et l'aventure aussi artistique et littéraire aussi qui a marqué l'histoire de cette frégate. L'aventure technologique d'abord, je m'étais amusé à introduire une conférence à Rochefort avec cette comparaison. Vous avez la fleur au centre, l'Hermione de 1779, celle de Lafayette et de la guerre d'indépendance des États-Unis, et vous reconnaissez le Charles de Gaulle, le porte-avions à droite. Ça peut paraître un petit peu incongru quand on demande naturellement de quel navire on rapprocherait plus instinctivement la flore. On pense évidemment à l'Hermione, qui est un 3 mâts carré, une conception ancienne, la marine de bois et de toile. Mais il faut savoir en réalité qu'on a exactement le même écart temporel entre la fin de carrière de l'Hermione et le lancement de la flore, et la mise à la ferraille de cette dernière et la pose de la quille du porte-avions Charles de Gaulle sur 90 ans. Donc on est vraiment à cheval entre ces deux époques-là. Et en termes de conception logique, vous avez une marine ancienne à voile, mais d'un autre côté vous avez aussi tout ce qui fait la marine moderne exactement à cette période-là, avec la propulsion mécanique, une machine à vapeur, la propulsion par hélice. Évidemment, la vapeur n'est plus produite par une machine thermique à charbon, mais par des propulsions, une centrale nucléaire sur Charles de Gaulle, mais les principes de base sont exactement les mêmes. On a exactement la naissance de notre marine moderne à cette période très précisément. C'était pas gagné à l'origine, puisque quand on met en chantier, à la fin de la monarchie de Juillet, la flore, elle est de conception quasi obsolète, en tout cas très classique et très ancienne pour son époque. Elle est mise en chantier sur les plans dessinés à Rochefort par le directeur des constructions navales Jean-Baptiste Hubert, qui date de 1826. Donc ils ont déjà des plans qui ont 20 ans. Tout juste, les a-t-on un petit peu mis à jour en changeant les arrières carrés qu'on avait sur les anciennes frégates pour avoir des arrières ronds qui autorisent des angles de tir pour l'artillerie. On est passé d'un calibre d'artillerie de 24 livres à 30 livres. Mais dans sa conception, la flore telle qu'elle est mise en chantier est un bâtiment totalement ancien et qui n'a absolument rien de nouveau technologiquement parlant. Ce à une époque où on a un bouleversement technologique dans les technologies navales qui est majeur. On a introduit au début du siècle le canon obusier, on projette des obus explosifs qui rendent très vulnérables les murailles de bois et les matures des bâtiments. On a évidemment le changement profond que représente l'introduction de la vapeur depuis la première moitié du 19e, et on arrive à la consécration aussi avec le Napoléon du Puy-de-Dôme, le premier vaisseau de ligne, propulsion à la vapeur, et cette puissance mécanique va donner la puissance motrice pour cuirasser les bâtiments. Vous avez les batteries cuirassées du type dévastation en Crimée, qui ne sont pas encore des navires de haut bord, mais ça vient très rapidement, puisque quand la flore est en chantier, un bâtiment de guerre moderne, c'est ça. C'est la gloire du Puy-de-Dôme, donc une frégate cuirassée, qui a une ceinture de blindage qui couvre l'intégralité du bâtiment jusqu'à un petit peu en dessous de la ligne de flottaison, sur plus de 10 cm d'épaisseur d'acier, à l'épreuve de l'artillerie de l'époque, avec un système d'artillerie moderne. Donc vous avez vraiment un bâtiment de combat qui n'a plus rien à voir avec les anciens navires. Et dès lors, notre flore qui est en chantier à Rochefort, on peut bien se demander ce qu'elle va devenir. Son chantier a subi, entre 1847 et son lancement en 1869, il y a eu plus de 20 ans. Donc elle a subi un petit peu les atermoiements budgétaires et lié aussi à son statut de bâtiment qui était presque obsolète. Donc on s'est demandé ce qu'il allait en advenir. Elle aurait presque pu arrêter son chemin ici. On aurait presque pu renoncer à cette construction qui n'était plus du tout d'après les standards de l'époque. Elle doit finalement son salut à une évolution aussi, cette fois-ci plus stratégique à cette époque-là. On est en plein développement exponentiel des communications par voie maritime. On est en plein à cette époque-là, dans l'époque des clippers transatlantiques, à destination aussi de l'Amérique du Sud, de l'Australie, l'époque des packet boats ou les paquebots maintenant, comme on les appelle, et c'est l'époque de la pêche à la baleine dans le Pacifique, toute l'épopée des 49ers, les clippers qui emmènent les immigrants vers la Californie
Californie pendant la ruée vers l'or. Donc on a une explosion du commerce par voie maritime, un développement des interdépendances des États de ce point de vue-là. Et on va mettre, à l'occasion du traité de paix qui règle la guerre de Crimée en 1856, les grandes puissances vont en profiter pour mettre de l'ordre dans la manière dont on conduit la guerre sur mer, notamment du point de vue de la guerre au commerce. On va abolir la guerre de course par moyens privés, l'aventure des corsaires. Mais si les États renoncent à employer des armements privés à cette fin, on ne renonce pas totalement à cette guerre commerciale. On a d'abord des intérêts commerciaux à protéger, toujours. Évidemment, quand on parle des stations en Polynésie notamment, on doit toujours protéger notre commerce national et les États ne renoncent pas à cette guerre au commerce par leurs propres moyens. Petite transition sémantique, on ne parle plus de corsaire, qui reste très connoté armement privé, mais on va parler de croiseur, qui est aussi un terme très ancien. Le fait de croiser, c'est le fait d'aller au loin. On va utiliser ce terme de croiseur qui est moins connoté armement privé. Et donc on va désigner de cette manière-là les bâtiments qui vont avoir vocation à servir pour les stations lointaines, pour protéger notre commerce et éventuellement nuire à celui d'une nation belligérante. Dans les années 50 et 1860, le bâtiment typique pour remplir ce type de mission, vous en avez un exemple ici, sur les frégates de 800 chevaux de Dupuy-de-Laune, toujours lui, qui ont été conçues pour cet usage-là. Par rapport aux frégates telles que la Flore a été mise en construction, ce sont des bâtiments particulièrement conséquents qui déplacent un tonnage supérieur à celui d'un vaisseau de 74 canons du XVIIIe siècle. C'est quelque chose de particulièrement impressionnant, très allongé. On commence à calculer, à systématiser les constructions navales en calculant le déplacement des navires, leur efficacité de propulsion. Ce sont toujours avant tout des voiliers, puisque comme on va servir dans les stations navales lointaines, on n'a pas nécessairement des dispos de charbon disponibles partout, donc on marche essentiellement à la voile. Mais vous voyez qu'on a l'adjonction d'une machine à vapeur, qui devient quasiment obligatoire pour un bâtiment militaire dans les années 1850, pour à la fois soit échapper à un bâtiment comme militaire de plus forte puissance militaire, ou rattraper un bâtiment de commerce, s'affranchir des conditions de navigation défavorables, ce genre de choses. Donc là, on a le vrai bâtiment conçu pour cet usage de campagne dans les stations navales lointaines. Et on va à cette époque-là choisir de transformer sur cale tous les bâtiments encore en construction d'anciennes conceptions pour s'adapter à ce nouveau standard-là. Et c'est là qu'on a la vraie aventure technologique que représente l'aboutissement de la Flore, avec cette transformation impressionnante qui est décidée au tout début des années 1860. Vous avez le bâtiment tel qu'il est pratiquement achevé sur cale, d'ancienne conception, sur les plans d'Artémise. On va décider littéralement de le tronçonner en deux, d'ajouter une petite machine à vapeur qui va permettre de tracter toute la section avant, qui est d'un poids conséquent. On va l'avancer d'une quinzaine de mètres pour reconstruire l'intégralité de la section centrale, en utilisant cette fois-ci des membrures en bois à l'extérieur, mais des baux métalliques dans l'environnement des chaudières qu'on va implanter à cet endroit-là. On va se contenter, non pas se contenter d'avoir refait la section centrale, mais on va aussi refaire les extrémités du bâtiment. On va tronçonner l'avant pour refaire une section avant qui est plus effilée, qui est plus efficace en termes d'hydrodynamique. Et on va évidemment couper l'arrière pour le refaire intégralement, puisqu'on a désormais besoin d'aller ajouter un arbre d'hélice, une cage d'hélice, un nouveau safran, des équipements modernes. Et donc le bâtiment, in fine, entre ce qui était conçu à l'origine et ce qui est lancé en 1869, on a un bâtiment qui ressemble désormais pratiquement au standard des frégates de 800 chevaux de Dupuy-de-Laune, qui est bien plus imposant et qui déplace, effectivement, comme je vous disais, le tonnage d'un bâtiment de ligne, d'un vaisseau de ligne du siècle précédent. Vous avez ici une illustration, c'est pas la Flore, c'est la Sémiramis en 1860, mais qui est quelques cales de construction à proximité de la Flore, exactement à la même époque. À ce moment-là, la Flore est en train de subir la même opération. Vous voyez un petit peu le chantier titanesque que représente la conversion de ces bâtiments. C'est quelque chose d'absolument remarquable, avec des nouvelles pièces de membrure qui sont assemblées pour venir reconstruire cette section centrale. Donc voici la Flore en quelques mois, quelques semaines après son lancement et quelques semaines avant la guerre de 1870, dans laquelle elle va servir dans l'Atlantique et dans le Pacifique. Donc prête pour sa campagne, le bâtiment n'a absolument plus rien à voir avec ce qui était conçu à l'origine. C'est déjà la première vraie prouesse du point de vue technologique liée à la carrière de ce bâtiment, qui va ensuite avoir une carrière extrêmement riche sur le plan historique, puisque comme elle n'est pas un bâtiment de premier rang, donc elle a vocation à servir dans les stations navales lointaines, elle va avoir un rôle autant d'ambassadeur que d'outil naval militaire.
et ce qui va lui donner la possibilité de s'inscrire dans la grande histoire. En témoigne notamment la liste des chefs d'État et souverains dont elle croise la route, qui sont soit venus à son bord directement, ou dont les officiers d'état-major ont pu rendre visite. Qu'on soit en France avec Patrice de MacMahon, Jules Grévy, Félix Faure, vous avez le président des États-Unis, Grover Cleveland, Louis Ier du Portugal, Alphonse XII en Espagne, et puis après, dans les voyages plus lointains, Cescoyou, le roi déchu des Zoulous, auquel les officiers de la fleur rendent visite dans sa résidence, puisqu'il est maintenu à résidence par les Britanniques, le sultan Barghash bin Saïd à Zanzibar, la reine Binaou de Sibé, vous avez Pomareka à Tahiti et la reine Paekelu à Lukuiva aux Marquises, et le roi Kamehameha V à Hawaï. Vous voyez qu'il y a une liste impressionnante. La fleur s'inscrit vraiment dans toute la grande histoire du XIXe siècle. Et je peux revenir sur quelques petits détails, quelques épisodes de cette grande histoire qui montrent un peu comment la fleur a fait la grande histoire de cette deuxième moitié du XIXe. En 1883, la frégate porte le pavillon de la division navale de l'océan Indien et est engagée dans le tout début de la conquête coloniale sous la Troisième République. On est 2 ans après l'intervention à Sfax en Tunisie. On est quelques mois avant l'engagement de l'escadre de l'amiral Courbet en Extrême-Orient. Donc la flore intervient à Madagascar, à Majunga et à Tamatave. Et ce qui ressemble au départ à une affaire purement franco-malgache dans le début de cette conquête coloniale, en fait, s'inscrit dans quelque chose d'un petit peu plus large, parce que c'est aussi une confrontation des intérêts français et britanniques à cette époque-là. Si les Britanniques ont toléré ou laissé faire cette intervention à Madagascar, n'ont pas totalement renoncé à leurs intérêts dans l'île et vont livrer une guerre plutôt d'influence aux intérêts français. En témoigne cet épisode auquel est liée la flore, l'affaire Chaud, du nom d'un révérend pasteur méthodiste anglican qui est particulièrement actif aussi en termes de relais d'influence pour les Britanniques à Tamatave et qui va être emprisonné sur la flore, on va représenter ici, au motif d'avoir voulu empoisonner des soldats français débarqués à Tamatave, qui en fait en réalité avaient voulu consommer ce qu'ils pensaient être de l'alcool dans la résidence de M. Chaud et qui était en réalité exerçait aussi une profession de pharmacie. C'était les pharmaceutiques. Évidemment, les soldats en question ne s'étant pas ouverts très largement sur leur motivation initiale, mais accusés et intéressés d'avoir voulu les empoisonner, ce qui permettait aussi de brûler son activisme politique en le gardant en surveillé à bord de la flotte. Ce qui, évidemment, tout se sait dans les chancelleries occidentales, a provoqué une vive crise politique entre Paris et Londres, qui ne s'est conclue qu'avec le désaveu du chef de l'escadre française à l'époque sur la flotte. On est là 15 ans avant Fachoda, on sent déjà qu'il y a autour des affaires coloniales un contexte particulièrement explosif entre Paris et Londres à cette époque.